Oui, mais c'était pour introduire finalement nos deux conférencières. Alors, Marie Pagé est infirmière praticienne à l'Institut de cardiologie de Montréal, mais Marie est surtout extrêmement impliquée au niveau de la réanimation cardio-pulmonaire avec la Fondation des maladies du cœur et elle est en croisade pour former les gens pour que tous et chacun bénéficient de cette formation-là. Et Annick est chercheure clinicienne à l'Institut de cardiologie et directrice de la clinique de défaillance cardiaque, et vous la connaissez très bien. Alors, deux conférencières, je vous laisse 30 minutes pour nous informer du nouveau. Hein? Je suis à ta droite, Marie va commencer. En fait, je suis ici à titre de présidente du comité de réanimation de l'Institut. OK, le pointeur. Okay. Alors, bonjour, je voudrais remercier le comité de m'avoir invité à faire partie de ce panel d'invités très select. Alors, je vais vous parler des nouveaux guidelines en réanimation cardio-respiratoire qui sont sortis l'année dernière en octobre 2010. Alors, divulgation d'intérêt, j'ai eu un petit contrat avec Lilly Canada pour être porte-parole du site web Votre cœur, un nouveau départ. Alors, les références, c'est deux choses. C'est un petit cahier qui avait à peu près 30 quelques pages qui donnait vraiment les points saillants, ce qui avait vraiment changé, ce qu'il y avait en 2005, ce qui est maintenant en 2010 et le pourquoi ça a été changé. Donc, c'était un très bon résumé. Et ça, c'est comme la Bible, c'est l'équivalent du Circulation, le supplément de Circulation qui est sorti en octobre 2010. Alors, 2010 correspondait au 50e anniversaire de la première publication sur la survie d'un patient suite à des compressions à thorax fermé. En fait, ce n'était pas un patient, c'était 14 patients qui avaient été réanimés par cette façon-là. Donc, c'était juste un petit clin d'œil, le 50e anniversaire. Alors, au niveau des changements, pour ce qui est de la chaîne de survie, on a rajouté un maillon qui est les soins intégrés post-réanimation. C'est ça dont Annick va vous parler tout à l'heure. Cette portion-là des soins était intégrée à la section soins avancés, mais on a décidé d'en faire vraiment une partie distincte et on en a même fait un algorithme qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des soins immédiats en réanimation, donc le BLS, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être la slide la plus importante de toute la présentation, c'est la pierre angulaire. Un RCR de bonne qualité est la pierre angulaire de toute réanimation, qu'on parle de soins de base ou de soins avancés. Alors, c'est quoi un RCR de haute qualité? On parle de fréquence minimale de 100 compressions minutes. En 2005, on disait approximativement de 100, mais là, maintenant, on dit minimalement. Et si vous chantez la chanson dans votre tête « Staying Alive », vous allez avoir le bon beat pour avoir environ 100 compressions par minute. Pour ce qui est de la profondeur de la compression, on dit au moins 2 pouces. En 2005, on disait entre 1,5 pouce et 2 pouces. Donc, le push hard, push fast. Là, partez pas dans des idées autres que réanimation, mais c'est vraiment, là, c'est comme aller plus vite, plus profond. On veut assurer un relâchement complet du thorax entre chaque compression. Ça n'a pas changé. On veut minimiser les interruptions de massage cardiaque, maximum 10 secondes. Ça non plus, ça n'a pas changé. Et on veut éviter la ventilation excessive, donc trop de volume ou fréquence trop rapide. Alors ça, c'est vraiment le plus gros changement en 2010, c'est que la séquence ABC a été modifiée pour CAB. Donc, c'est plus Airway, Breathing, Circulation, mais bien Compression, Airway et Breathing. Pourquoi qu'on a changé de cette séquence-là? C'est parce que la principale cause d'arrêt cardiaque avec témoin, c'est la fibrillation ventriculaire ou la TV sans pouls. On veut donc donner priorité au massage cardiaque et la défibrillation précoce. Ce qu'on veut faire aussi, c'est diminuer les délais engendrés par l'évaluation du A et du B. Fait que dans vos cours, c'est madame, je dégage les voies respiratoires, j'écoute, je regarde, je sens de 5 à 10 secondes, je donne 2 insufflations lentes. Il pouvait y avoir des délais jusqu'à 40 secondes. OK? Donc, c'est ça, ce délai-là qu'on veut finalement couper. Et on veut directement commencer par les compressions. Par ailleurs, le délai entre le début des compressions et la première ventilation est juste de 18 secondes, ce qui n'est pas beaucoup quand on sait que ça prend 4 minutes avant d'avoir des dommages cérébraux.
On veut aussi augmenter le nombre de sauveteurs qui vont initier la RCR. Quand on demandait à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi, pourquoi vous ne faites pas la RCR, bien, c'est le dégoût de faire du bouche à bouche, finalement, et la panique. Alors, ils se sont dit que si on commençait tout de suite les compressions, on pouvait enlever cette portion-là qui retenait tout le monde de débuter à faire quelque chose avec un patient en arrêt cardiaque. Alors, ceci est démontré par la pyramide des intervenants. Alors, la plus grande proportion de personnes qui sont en contact avec un patient qui fait une mort subite, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui soit formé, un peu formé ou pas formé du tout. Et même, on a introduit la notion de RCR à main seule ou hands-only CPR, qui est plus facile à exécuter et qui est plus facile pour le RMU, donc le répondant médical d'urgence, à expliquer quand on appelle le 911. Il va dire, tu te mets les mains une par-dessus l'autre au milieu de la poitrine, puis tu pousses fort, puis vite. OK? En chantant Staying Alive, s'il veut. Ensuite, on arrive ici. Bon, bien ça, c'est comme les premiers répondants, les paramédics, qui, eux, avec leur équipement, vont pouvoir faire, donner des ventilations. Et puis là, bien, nous, on est au haut de la pyramide avec nos soins avancés. L'étude ici là, disait finalement qu'il n'y avait pas de différence, à peu près pas de différence de survie à 30 jours lorsque le RCR était fait initialement avec ou sans ventilation. Évidemment, je ne parle pas d'une réanimation qui dure 15 minutes. C'est juste le temps pour les paramédics d'arriver avec leurs équipements, leur oxygène pour ventiler le patient. Alors, je vous parle de l'algorithme seulement sauveteur désigné. Je n'ai pas fait monsieur, madame, tout le monde parce que ça nous touche plus ici. Donc, qu'est-ce qui a été modifié? C'est qu'on veut identifier les présentations inhabituelles de l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, on parle de la respiration agonale ou le patient qui présente une convulsion qui peut être le premier signe d'un arrêt cardiaque. Le sauveteur désigné prend un pouls, maximum 10 secondes. Monsieur, madame, tout le monde, lui, il valide juste, le patient est inconscient, il ne respire pas, il saute sur le thorax, il commence à masser, pas de prise de pouls. On ne fait plus de pression du cricoïde lors de la réanimation de base, donc on suggérait de faire une pression du cricoïde pour éviter s'il y avait hyperventilation, dilatation gastrique avec reflux et tout ce qui vient avec ça. Super important encore, on veut diminuer le délai entre compression-choc et choc-compression. Donc, on pèse sur notre piton, la machine charge, on continue de masser jusqu'à ce que la machine soit complètement chargée. On s'enlève au dernier moment, on choque et tout de suite, on recommence le RCR, diminuer le plus possible les délais. Et on fait de l'emphase sur le travail d'équipe mené par un leader. Pour ce qui est de la thérapie électrique, si on utilise un DEA, qui est un défibrillateur externe automatisé, comme ça ici, là, ce qu'on voit dans les aéroports ou les casinos, ou on utilise un moniteur défibrillateur semi-automatique, c'est ce qui est utilisé par les paramédics. Si on utilise ça dans les hôpitaux, on veut que le premier choc soit donné dans les 3 minutes suivant l'arrêt cardiaque. Il y a 4 positions acceptables des électrodes du défibrillateur. Excusez. Donc, il y a le antéro-latéral, donc là, qui est la position standard. Il y a antéro-postérieur, donc en avant, en arrière. Et pour les deux autres, je cherche encore à savoir où mettre les électrodes. C'est juste pour vous dire qu'un maître instructeur, souvent, il ne sait pas tout non plus. On veut éviter les dispositifs implantés, donc pacemaker ou, ou défibrillateur. En 2005, on disait faut les mettre à peu près à 1 pouce de l'appareillage. Maintenant, tout ce qu'on dit, on simplifie, c'est ne mettre pas l'électrode dessus, puis c'est bien correct. Pour ce qui est des soins avancés, pour la thérapie électrique, bon, on va parler de la conversion des tachyarrhythmies. Pourquoi on en parle en 2010 alors qu'on faisait exactement la même chose en 2005? C'est qu'en 2005, on n'avait pas de données avec l'énergie biphasique. Fait qu'on disait tout simplement, bien, prends la même énergie que si tu utilisais un appareil monophasique. Donc, en 2005, on cardioversait la FA avec 100 joules, que ce soit biphasique ou monophasique. Maintenant, en 2010, on a étudié que ça prenait entre 120 et 200 joules pour
cardioversée, initialement une fibrillation auriculaire. On remarque aussi que, j'ai dit 100 joules, ce n'est pas pour rien, parce que c'était 100 joules en 2005. Maintenant, en 2010, on a augmenté à 200 joules la première tentative pour cardioverser une fibrillation auriculaire. Pour ce qui est de la TV, ça reste pareil. Donc, 100 joules autant par défibrillateur mono que celui qui est biphasique. On peut augmenter les doses s'il n'y a pas de réponse au premier choc. Évidemment, c'est si nos moniteurs nous permettent d'augmenter le nombre de joules. Il y a certains moniteurs, comme les Philips, le maximum, c'est 200. Mais ceux qu'on a à l'Institut, qui est Medtronic, on peut monter jusqu'à 360. On dit maintenant qu'on va défibriller les tachycardies polymorphes. En 2005, on disait qu'on faisait la cardioversion, mais la machine n'était jamais capable de se synchroniser avec le rythme irrégulier. Donc, en 2010, on a dit, tout simplement, on les défibrille. Le coup précordial qui revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient, cette année, ça revient. Malgré, par contre, il y a plusieurs conditions. Donc, il faut que le patient ait une tachyarythmie hémodynamiquement instable ou sans pouls et dont l'arrêt est témoigné et qui sont sous moniteur cardiaque. Autrement dit, on ne fait pas ça sur le parvis d'une église quand il y a quelqu'un qui sort et qui fait une mort subite. On ne devrait pas. On introduit maintenant des nouveaux gadgets pour évaluer le RCR. Un de ceux-là, c'est la capnographie à ondes continues. Puis je suis un peu dans l'erreur parce que mon petit dessin ici, ce n'est pas une capnographie, c'est un capnomètre. On les utilise pour valider le bon positionnement du tube endotrachéal lors de l'intubation, pour confirmer le bon positionnement du tube lors de la réanimation et des transports, pour monitoriser la qualité du RCR et pour détecter le retour ou la perte de la circulation spontanée. Sur un graphique, ça se voit comme ceci. Alors, avant l'intubation, évidemment, on n'a pas d'ondes. Pendant l'intubation, on a des ondes qui sont un peu irrégulières. Alors là, on a un RCR qui est efficace, staying alive, staying alive. On voit qu'on est à 12,5 mm de mercure. Donc, on peut dire qu'on a un RCR efficace lorsqu'on atteint 12,5 mm de mercure de pression partielle de CO2 expirée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit une augmentation abrupte des courbes lorsqu'il y a retour à la circulation spontanée. Et l'inverse est aussi vrai, c'est qu'on va avoir une chute brutale des courbes si le patient redevient encore en arrêt cardiaque. On parle aussi de la tension artérielle diastolique par canule artérielle. Donc, la pression de perfusion coronarienne durant la RCR équivaut à la tension artérielle diastolique mesurée par une ligne artérielle. Alors, si on a une tension artérielle diastolique inférieure à 20 mm de mercure, il est raisonnable d'augmenter l'efficacité des compressions et ou d'administrer des vasopresseurs. Mais là, on parle ici vraiment de situation dans les soins intensifs où le patient est instrumenté. Bon, l'algorithme simplifié de l'arrêt cardiaque, je vais dire que je suis un peu perdue quand je le regarde. Je ne suis pas vraiment habituée à regarder ce modèle-là. Ce que je vois, par contre, c'est que, bon, il est circulaire, mais tout ce qu'on voit en gros, c'est RCR, 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 RCR. Donc, on a une emphase sur le RCR de haute qualité, même quand on parle de soins avancés. À droite, bien, on a comme le détail de c'est quoi du RCR de haute qualité, le nombre d'énergie nécessaire, qu'est-ce qu'on donne comme médicament, la ventilation invasive et nos 5H et nos 5T pour trouver les causes de l'arrêt ou pour trouver pourquoi le patient ne répond pas au traitement. Ça, c'est plus ce que je connais. Alors, l'algorithme de l'arrêt cardiaque. Donc, à droite, on a les arythmies défibrillables qui sont fibrillation tachycardie ventriculaire. Et à gauche, à droite, je m'excuse. À droite ici, c'est la systolie et l'activité électrique sans pouls qui sont nos arythmies non défibrillables. Pour ce qui est des médicaments, l'atropine n'est plus recommandée pour le traitement de routine de la systolie ou de l'activité électrique sans pouls bradycarde. L'adénosine est maintenant suggérée pour le diagnostic et le traitement de la TV monomorphe, régulière et stable. Et les perfusions de dopamine et d'épinéphrine pour traitement de la bradycardie instable au même titre que la cardiostimulation externe. Avant, c'était le pacemaker, c'était comme une classe 1. Ça a maintenant été rétrogradé à une classe 2A.